Alors, je vous disais, pour l'Italie, l'exemple de l'Italie est très intéressant parce que non seulement il permet d'expliquer pas mal de choses. Vous voyez déjà, je vous ai expliqué, je vous ai montré la carte dans laquelle vous voyez les différentes possessions ou les différents territoires appartenant à qui dans la péninsule italienne et aussi les différentes idéologies. Alors, je vais prendre quand même l'exemple de l'Italie pour vous montrer que dans chaque pays, vous allez avoir le même type, on va dire, d'organisation. Quand je vous demandais dans la rédaction d'expliquer précisément de quelle manière s'organiser ces insurrections, eh bien c'est tout simple, ça ne se fait pas tout seul, bon quelquefois oui, mais il faut comprendre que souvent elles vont être menées par soit des intellectuels qui vont favoriser le mouvement ou vont rassembler la population dans leurs idéologies ou expliquer leur mécontentement. Mais ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura beaucoup d'intellectuels ou d'hommes politiques ou pseudo-politiques qui vont organiser, soit vous voyez comme en France des banquets politiques, ou soit par exemple comme en Italie ou comme en Grèce, ils vont former des groupes dans lesquels vous allez, c'est pas des clubs, mais c'est des groupes de personnes qui vont discuter, non seulement discuter politique, mais qui vont s'organiser, un peu comme à l'époque de la Résistance en France, ils vont s'organiser pour pouvoir mener à bien ces actions qui vont éventuellement aboutir à l'indépendance du pays. Donc la figure qui nous intéresse pour l'Italie, c'est bien évidemment Giuseppe Manzi. Vous l'avez dans votre manuel, hein, je pense que vous pouvez suivre. Alors Giuseppe Manzi, c'est intéressant parce que cet homme va être à la tête d'un mouvement qui s'appelle les Carbonari. Alors les Carbonari, donc c'est un groupe républicain, vous voyez, donc il est politisé, qui va aborder la question de l'unité italienne et de la libération des territoires italiens. Et il va fonder donc plus tard, en 1831, un autre mouvement similaire qui s'appelle la Jeune Italie. Donc lui-même, il va être à la tête pensante, on va dire, de mouvements politisés révolutionnaires qui veulent mettre en place la liberté de la nation italienne. Donc comme lui, vous allez en retrouver d'autres, des mouvements ou des intellectuels ou des hommes politiques qui créent ces mouvements pour pouvoir organiser des actions. Parce que sinon, la population, soit c'est un élan, je dirais, spontané, comme ce qui s'est passé un peu lors de la révolution de 1830 et de 1842 en France, mais sinon, ce sont des mouvements organisés qui s'organisent autour souvent d'un personnage. Toujours, le plus souvent, c'est un personnage soit riche, soit de la bourgeoisie ou qui a quand même un peu d'argent. Donc, la figure de Giuseppe Manzini est donc intéressante parce qu'elle montre que dans tous ces pays, il va y avoir des hommes comme lui qui vont militer, qui vont être les créateurs de mouvements insurrectionnels. Et en tout cas pour lui, c'est la figure majeure de ce qu'on appelle le Risorgimento italien, qui veut dire la Renaissance en gros, hein, le Resurgimiento, comme vous dites, comme on pourrait dire en espagnol, et qui donc explique ce mouvement. Alors, comment s'organisent ces groupes? Alors, vous l'imaginez bien, hein, ils peuvent se réunir, bien sûr, parce que ce sont souvent des groupes qui ne sont pas autorisés. Donc, ils se réunissent souvent secrètement. Vous voyez, comme vous le montre la gravure ici, les membres qui vont s'affilier au mouvement doivent prêter serment, donc ils jurent de protéger le mouvement, de fournir éventuellement de l'argent, de fournir des armes, et donc ceci est important. Donc ça c'est une manière, vous voyez, pour les Italiens et pour d'autres pays, de s'organiser pour pouvoir mener à bien ces révoltes. Donc ces mouvements italiens sont intéressants. Giuseppe Manzi va quand même réussir à proclamer une république à Rome, mais malheureusement, comme beaucoup d'autres mouvements insurrectionnels,
ce sera des victoires mitigées, des victoires temporaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de pays vont obtenir gain de cause. Par exemple, les 3 pays qui vont obtenir un changement de régime et qui vont proclamer des États indépendants ou des républiques, c'est la Belgique, qui va prendre son indépendance des Pays-Bas, donc ça c'est un succès. Vous retrouvez la Grèce, qui va obtenir son indépendance jusqu'en 1830, avec l'aide aussi et l'intervention de la France, de l'Angleterre et du tsar de Russie, qui vont mener aussi une bataille navale contre l'Empire ottoman, qui va forcer aussi donc les Ottomans, puisqu'ils vont perdre, va forcer l'Empire ottoman donc à laisser la Grèce libre. Donc, je disais, la Belgique, la Grèce et la France, qui proclament de manière temporaire, on va dire, parce que vous verrez plus tard que ça ne va pas durer longtemps, la Deuxième République. En ce qui concerne des pays comme la Pologne, les insurrections polonaises, eh bien, elles vont être mais vraiment terminées dans le sang, puisqu'il y a des répressions massives de la part donc, des autorités pour éviter ce genre de révolte. Donc en tout cas, la Pologne, par exemple, va être fortement réprimée par l'Empire russe, par le tsar de Russie. Autre échec, c'est la proclamation de la République par Giuseppe Mazzini à Rome, puisque la France, par la suite, va intervenir pour faire restaurer l'autorité du pape à Rome. Donc vous voyez, encore une fois, un échec, ce qui est un peu triste. D'ailleurs, vous avez aussi pas mal d'artistes ou de journaux qui se prononcent et qui montrent de quelle manière ces insurrections vont être violemment réprimées, puisque bien sûr les hommes au pouvoir ne vont pas autoriser ou ne vont pas se laisser faire et ne veulent pas abandonner l'ordre du Congrès de Vienne aussi vite. Alors vous avez ici par exemple un autre document qui vous montre l'ordre règne à Varsovie. Donc vous voyez de quelle manière on présente les horreurs et je dirais le contrepoids et les actions aussi menées par les gouvernements ou les souverains face à ces révolutions populaires. Donc, vous voyez que beaucoup de révoltes, beaucoup d'organisations. Alors, si je reviens un peu à Giuseppe Mazzini, qui a fondé les mouvements politisés révolutionnaires, qui engagent des mouvements et des actions, comme lui, évidemment, lors des restaurations ou lors d'un retour à l'ordre, beaucoup de ces gens vont être exilés, vont aller venir, vont s'inspirer bien sûr sur la France, qui est le modèle de base, avec bien sûr l'appui que certains intellectuels ou des institutions citoyennes vont faire en faveur de ces révolutions. Mais la plupart du temps, vous voyez, ces mouvements libéraux sont écrasés par ces puissances conservatrices. En Pologne, donc vous voyez l'indépendance en janvier 1831, donc après l'indépendance proclamée en janvier 31, les insurgés donc sont vaincus par le pouvoir russe et subissent une répression très très dure. D'ailleurs, vous retrouvez aussi pas mal d'artistes peintres qui témoignent donc de ces horreurs, de ces massacres. En Italie, vous voyez donc cette révolte des Carbonari, un mouvement dont je vous parlais, va être confronté à l'Autriche, qui va d'ailleurs bombarder Venise. En Allemagne, pareil, vous allez avoir des agitations 1830-1832 qui va être aussi fortement réprimées. Donc vous voyez que, je dirais peut-être aussi qu'en Allemagne, l'empereur va quand même autoriser quelques réformes vis-à-vis des libertés, mais elles ne vont pas durer et il n'y aura pas non plus de changement de régime. Donc,
malgré ces insurrections,